Iemotep Amasu Baba Kinkela. Ankoja Seneb. Iti à tous les membres de la communauté Kouchkamit Congo et du mouvement de l'école de la culture Noir Kéméti. Nous avons dernièrement fait des émissions sur la femme et essayons d'éclaircir le rôle de la femme au sein de la communauté, au sein de la culture. Nous avons des questions qui sont arrivées et nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que le féminin sacré? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que la femelle? Donc, on fait une contradiction entre la femme et la femelle ici. Et est-ce que toutes les femelles sont une manifestation du féminin sacré? Ankoja Seneb, merci de la question. Et il est vrai que cette situation dans laquelle la communauté mélanonienne vit crée un peu de contrastes. Et malheureusement, nous avons, par la marque de l'identité, par perte d'identité, par confusion d'identité, nous arrivons à nous confondre beaucoup sur les choses. Et ce n'est pas, le féminin sacré n'est pas la première. Il y a un autre problème, et notre question, c'est celui des king and queens. Tu vois? On a dit que les Noirs étaient les rois et les reines. Et du coup, tout le monde s'appelle king, tout le monde s'appelle queens. Que les Noirs aient été les rois et les reines dans le monde ancien, il y avait un ordre dans cela. Ce n'était pas tous les Noirs qui étaient les kings, il y avait un roi. Ce n'est pas tout le monde qui était les queens, il y avait une reine. Pourquoi? Parce que la royauté est la manifestation de l'ordre. La royauté n'a rien à voir avec l'orgueil. Tu vois? Aujourd'hui, cela est pris comme un élément d'orgueil. Le roi est au service, c'est le plus grand serviteur. La reine est au service, c'est la plus grande qui est servitrice. C'est dit. Quand vous dites que vous êtes roi et reine, vous servez qui? Parce que le roi, toute sa vie est dédiée à sa nation, à son peuple, à son royaume. Il est né pour ça, il respire pour ça, il a été éduqué pour ça et fait jusqu'à la fin de sa jour. C'est une mission. C'est une fonction, mais en tant que c'est une mission. Mais ce n'est pas un titre. On ne va pas étudier quelque part pour devenir roi. Il n'y a pas une école où on forme des reines. C'est un besoin naturel qui est garanti par l'ordre des choses, l'ordre culturel. On n'est pas des rois et des reines. Ça, c'est complètement une fausseté. Complètement une fausseté. On n'est pas des rois, on n'est pas des reines. Cependant, nous inspirons à rétablir l'ordre ancestral pour lequel nous vivions dans une société ordonnée où à la tête s'est trouvée une reine et dont l'exécutif était maintenu par un roi. Mais vous ne pouvez pas parler des rois et des reines sans royaume. Absolument pas. Vous pouvez parler des présidents n'importe où. Président du marché, président du quartier, président de la communauté, président du club, président de la nation, président du parlement, comme vous voulez. Mais c'est pas comme ça. On ne peut pas parler du roi du quartier. On peut parler du roi du marché. Parce que cela signifie qu'il faut d'abord avoir un royaume. Voilà. Je vais prendre cela, cette explication qui est claire, pour me servir de base pour ce qui est du féminin sacré. Le mot féminin sacré, comme vous l'entendez, composé de deux mots, deux parties. Féminin, sacré. C'est une féminin qui a été sacralisée. Vous vous rendez compte, ce n'est pas n'importe quel féminin.
On dit féminin et pas femelle sacrée. Féminin sacré, femme sacrée, mais ce n'est pas une femelle. Alors, c'est quoi la différence entre une féminin et une femelle? Eh bien, la féminin est une fonction, la femelle est une fonction biologique, disons même anatomique, esthétique. Si nous voulons rentrer dans une forme de vulgarité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la femelle, c'est dans sa fonction biologique, c'est défini par un fonctionnement hormonal. OK? Il y a des hormones. Dans sa fonction anatomique, par les parties de ce corps, et là, nous représentons des instruments de reproduction ou vulgairement appelés les instruments sexuels. OK? L'appareil sexuel de la femme. Dans sa fonction esthétique, nous avons affaire avec sa sensualité. Ça, c'est une femelle. Une femelle a une fonction purement reproductive, finale. Quand nous rentrons dans le monde animal et le monde végétal, la femelle a une fonction purement reproductive. Maintien de la vie. OK? Sans y participer d'une manière essentielle. Cette paraphrasée s'applique aussi à l'homme primitif. L'homme primitif n'a pas une intelligence. Ce que nous appelons les hommes primitifs à l'époque, les Ikubi, n'ont pas une fonction mentale. Il n'existait pas en lui la présence. Il n'existait pas en lui la conscience. Et il a une fonction reproductrice. Finale. Pendant que l'homme a une fonction protecteur. Dans le mâle aussi, il n'y a pas une fonction évolutive, il n'y a pas une fonction de transformation. Je suis un gardien. Point final. C'est ce que vous retrouvez dans le monde animal. Et puis, la femelle est destinée à travers des rites culturels, des passages, à travers un mécanisme de connaissance, d'apprentissage, à devenir une fille. Une fille a conscience. C'est comme ça, quand on a un bébé, on parle, c'est une femme. Quand on a un bébé, c'est pratiquement une femelle. Il dit, elle est devenue une fille. Elle a pris conscience. L'élément sur lequel on s'appuie est la conscience. Mais quel genre de conscience? C'est une conscience culturelle. Ça signifie quoi, conscience culturelle? Trouver sa propre place. Reconnaître sa propre place. Occuper sa propre place au sein d'une communauté dans laquelle il ne sert pas encore ou elle est plutôt servie à travers l'apprentissage. Elle ne sert pas encore, elle est servie. C'est ça la fille. En fait, elle est tout simplement en train d'apprendre son rôle ou son futur rôle. Donc, elle est complètement ancrée dans un mécanisme d'apprentissage, de développement de conscience. Quand la conscience s'est développée, et cette conscience rentre dans une phase forte de son développement au début, quand la fille rentre justement dans le cycle avec ce début de ce cycle menstruel. OK? Nous avons une accélération de cet épanouissement. Pourquoi? Parce que quand le cycle menstruel commence, on dit le début du réveil de la femme. Chez la fille, pas chez la femelle. Alors, ici, quand nous regardons, ce début de réveil de l'instinct reproductrice de la femme qui commence avec le cycle doit être accompagné avec un enseignement pour devenir une femme. Dans les sociétés ancestrales, mélanodermes, la fille est prise à côté. On les sépare des mondes des garçons parce qu'avant, ils pouvaient se mélanger avec les garçons. Maintenant, on les sépare. Ils commencent à recevoir un enseignement. C'est comment se comporter. Sa place
en tant que femme, non plus en tant que fille. Savoir où parler, où ne pas parler. À savoir avec qui parler, avec qui ne peut parler. À découvrir la notion de la honte qu'on peut porter à sa famille. À savoir qu'on représente certaines valeurs. Et cette valeur, c'est vérifiée à travers une manière de se comporter. À savoir qu'on représente une mémoire ancestrale, un peuple, une destinée, un passé, une force. Quand la femme a acquis ces éléments-là, maintenant, nous avons une femme complète, pas sacrée. Donc, à ce moment-là, après avoir reçu tous ces enseignements, la femme est complète, Et complète. mais n'a pas encore atteint le stade de sacré. Non. Parce que quand la femme est complète, c'est-à-dire elle est prête à se marier. Okay. C'est comme quelqu'un qui a fini les cours à l'auto-école. Oui. Ça signifie qu'il est prêt à conduire. Prêt. Mais ce n'est pas encore un grand chauffeur. Okay. Quand la femme a fini son apprentissage, c'est une femme qu'on peut présenter à la communauté comme une femme qui est capable d'assumer un foyer. OK? Et à ce moment-là, quand la femme se marie, il rentre dans un processus de sacralisation où elle peut produire la vie, comprendre la vie et rentrer au service de la communauté. C'est ce qui fait toute femme. Mais ce n'est pas toute femme qui devient féminin sacré. Quand nous disons féminin sacré, c'est une catégorie réservée à certaines femmes. La reine, par exemple, dans un royaume, est une féminin sacrée. Parce qu'elle assume une fonction bien particulière. Et elle est responsable du cas de la royauté et du cas du royaume. Elle est le siège du cas de la royauté, du cas du royauté, disons, du cas royal et du cas du royaume. Donc, elle est une féminine sacrée parce qu'elle est passée à travers tous les rites. Ce n'est pas toute femme qu'on épouse à quelqu'un pour devenir roi. Mais une féminin sacrée rentre forcément avec une responsabilité. Une féminin sacrée ne peut pas être libre. Non. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? Nous n'avons pas tous les pieds liés au sol. C'est quoi cette notion de liberté? Vous faire ce que l'on veut, vol. Vol. Ou va vivre sous l'eau. Et c'est possible. Non, c'est pas possible. Parler de liberté, c'est affronter une ignorance qui se complaint à être définie lumière. La vie est conditionnelle. L'existence est conditionnelle. Si tu vas vivre dans la jungle, tu vas te faire tuer dans les 2 minutes qui suivent. Tu n'es pas libre, tu ne peux pas aller vivre dans la jungle. Si tu sautes dans une marée, tu vas te faire bouffer par les crocos ou attaquer par les hippopotames. C'est quoi cette liberté? Je vais faire ce que l'on veut, ce que je veux. Donc, la liberté, quelque part, n'existe pas. La liberté n'existe pas. Il ne faut pas confondre ce que nous avons. Tu sors des... Parlons clairement entre nous. Tu sors d'un milieu culturel africain que tu connais bien. Tu es séduit par un milieu culturel occidental que tu ne connais pas. Il faut se souvenir que l'herbe du voisin semble toujours plus verte, mais ce n'est pas vrai. Donc, tu appelles liberté aller chez l'autre. Mais chez l'autre, ce sont des règles aussi. Ce sont des codifications. Ce sont des codifications. Ce sont des codifications. Et toi qui n'es pas né dans cette culture-là, qui ne connais pas les codifications, les règles, à un moment donné, tu finiras toujours par te perdre et ne pas être... Parce que tes règles ne te connaissent pas. Les règles de chez toi t'engagent. Tu connais les règles te connaissent. Et si tu devais te retrouver dans un moment de difficulté, ces règles vont venir faire t'attraper pour te ramener dans la règle. Les règles culturelles, c'est comme les voitures que nous avons aujourd'hui, avec correction des lignes. Quand il dérape, il te reporte au milieu, il te signale que tu es en train de déraper. Il n'y a pas une personne qui est... La liberté n'existe pas. La liberté est folie.
Même la folie est illusion. Parce que c'est le fou qui pense vouloir faire ce que l'on veut, ce qu'il veut. Bon, à la limite, il ne peut faire ce qu'une personne insensée peut faire. On dit le fou est libre. Ok. Peut le fou décider de décider? Non, on ne peut pas décider. C'est vrai que les décisions est aussi une forme de décision. Les décisions sont une forme de décision. Donc, il y a un conditionnel. Donc, si le fou ne décide pas, il est indécisionnel, cela ne dit pas qu'il est libre, parce que la décision est une forme de décision. Donc, le fou est défini dans sa folie, et ses limites se trouvent dans sa folie. Donc, il n'est pas libre. Tout est au conditionnel. Donc, il ne peut pas y avoir des femmes libres, parce qu'il ne serait même pas fou. Ce ne serait même pas fou, ce serait tout simplement de l'inconscience. C'est seulement être perdu. C'est seulement quand on est perdu qu'on ne voit plus rien. Qu'on pense être en train de faire quelque chose. En réalité, on est en train de rien faire. Parce qu'aussi, comme la folie est une illusion, être perdu aussi crée une autre illusion. Quand tu es perdu, ce n'est pas que tu es dans le noir. Tu es dans la lumière. Tu vois, tu marches, tu fais. Mais seulement tu es perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucune conclusion. Donc, une femme complète, et je ne parle pas encore de la femme sacrée, une femme complète est une femme qui a reçu tous ces enseignements-là. Ce dont nous venons de parler est une femme qui a reçu ces enseignements-là et qui sait qu'il faut donner une direction à la vie. Absolument. Elle est la maîtresse de la vie. Elle est la représentante, je parle de la féminin. Elle est la représentante de la divinité supérieure, mère. Et elle comprend qu'elle a un rôle bien important et assume ce rôle. La femme, on dit, devient femme quand elle se marie. Et bien que l'expression peut être mal interprétée, il y a de la grande vérité dans cela. Parce qu'en ce moment-là, elle est maître d'un univers. Avant, elle ne l'est pas. Elle est maître d'un univers. Cet univers doit contenir une force qui est apte à être manipulée pour la création. Et cette force-là, c'est la force électrique, ce qui réveille. L'homme a en lui ce qui réveille. Et ici, je parle d'hommes. Je ne parle pas des garçons et je ne parle pas des mâles. Ce n'est pas un mâle. Ce n'est pas un garçon, c'est un homme. Apte à faire cela. La féminine sacrée, c'est une femme avec une grande expérience et avec un degré élevé de contribution de la communauté. C'est une femme créatrice. C'est une femme qui a percé les secrets de la vie. C'est ça pourquoi on dit féminin sacré. Dans nos cultures, par exemple, nous avons ce que nous appelons les mbikudi, les mandona, ou disons les femmes chamanes. Okay? Ou même on peut dire des femmes sourcières. Ce sont eux les féminins sacrés. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas l'expression. Nous parlons du principe du féminin sacré. Nous parlons du féminin sacré en tant que principe. Comme nous pouvons parler de la royauté en tant que principe, du fait que nous parlons de la royauté ne fait pas de nous des royaux. Il existe des royautés. En parlant de la royauté, nous acceptons qu'il existe des royaumes qui ont une fonction bien déterminée et une nature bien définie. Nous parlons du féminin sacré dans le même lot. Ça ne signifie pas que toutes les femmes sont des féminins sacrés, loin de là. Parce que si une femme se met devant tout le monde et dit qu'elle est une féminin sacrée et arbore une discussion dessus, cela est de par soi une preuve qu'elle n'en est pas. Alors que quelqu'un me poserait la question, comment se comporterait une féminin sacrée? Mais si une féminin sacrée se retrouve confrontée sur le fait de ne pas l'être, tout ce qu'elle ferait, c'est te donner un verre d'eau ou un verre de lait et dire, bon, mon fils. Parce que qui n'a pas besoin d'être reconnu?
Est-ce que quand tu es un garçon, tu as besoin qu'on te dise que tu es un garçon? Non, tu le sais. Non, tu le sais. Et par tes actions, les autres le voient directement. Il Absolument. n'y a même pas besoin de le dire. Absolument. De par ton comportement, de par tes actions, les autres voient que, en fait, lui, il connaît. En fait, il sait. Absolument. Il n'a pas besoin d'être reconnu. Si quelqu'un répond ou se lance dans une discussion sur le fait d'être un garçon, alors il y a un problème avec lui. Ce n'est pas un sujet de débat, de discussion. Je ne veux pas débattre avec les gens que je suis mélanoderme. Je ne pas un sujet à débat, où je ne le suis pas. Mais quand on prend, par exemple, excusez l'exemple, un métier, vous trouverez que vous allez en discussion avec lui. On dit non, 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 tu n'es pas un mélanoderme. Non, je le suis. Non, non, je ne suis pas. Mais je sais pas ce qu'au fond de lui, c'est qu'on est la vérité. La vérité, c'est qu'un des parents est blanc. C'est ça. Et qu'il est contestable de tous les deux côtés. Il peut être expulsé en tant que mélanoderme, explicable en tant que leucoderme. Donc, il a besoin de se définir parce qu'il sait qu'il y a un problème. Et donc, quand une fille ou une femelle se lance dans cette discussion pour laquelle il veut être reconnu en tant que féminin sacré, il n'y a pas de discussion. Cette déclaration même de sa part signifie qu'elle sait qu'il ne l'est pas. Quand quelqu'un se l'écrit sur la tête, en fait, il sait que ce n'est pas le cas. C'est quand on a fait toutes ces démonstrations sur Black Lives Matter. C'était dans l'émission que Black Life doesn't matter. Parce que les Chinois ne voulaient sortir pas voir Chinese Life Matter. Parce qu'ils savent que si vous tuez un Chinois, vous avez des problèmes. Les Arabes ne vont pas se dire Arab Life Matter. Si vous en tuez un, vous avez des problèmes chez vous. Le fait que nous sortons en disant Black Lives Matter, c'est parce que nous affirmons que ça n'a pas de valeur. Que ça n'a pas de valeur chez nous, en fait, que nous sommes... en fait, il y a de l'inaction chez nous, en fait. Nous sommes obligés de le dire pour que les gens puissent le mettre en place, en fait. Tous ces Noirs qui sont tués aux États-Unis, les policiers ont eu des promotions. Ouais. Little World Trade Center aux États-Unis qui a été assassiné, un quartier riche de Noirs. Ils ont été attaqués par les Noirs, par les Blancs la nuit et on a tué tout le monde. Personne n'est jamais allé au tribunal pour ça. En Afrique du Sud, tous les Blancs qui ont participé à des atrocités contre les Noirs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça? Non. Au Congo, à l'époque de Léopold, toutes les atrocités que nous avons vues, il y a quelqu'un qui a payé pour ça? Non. Les Blancs, encore aujourd'hui, refusent la notion de dédommagement pour les Noirs. On refuse encore aujourd'hui. Et tous les Noirs qui meurent à traverser vers l'Europe, c'est-à-dire, nous sommes devant un fait accompli, défini, précis devant nous, que la vie des Noirs n'est pas importante pour personne, même pas pour eux-mêmes. Et quand nous allons à la rue avec des pancartes écrites Black Lives Matter, nous sommes en train d'affirmer une chose qui est vraie. Et ça a changé, quoi. Rien. C'est la même chose. Quand vous trouvez des femelles indisciplinées, parce qu'ils n'ont jamais reçu des rituels de passage, ils n'ont jamais reçu une éducation culturelle, qui ne savent pas là où c'est terre, qui ne savent pas là où il faut parler, qui ne savent pas comment se comporter devant les aînés, ils ne savent pas comment se comporter devant l'autorité, crier au féminin sacré. C'est la même chose avec les campagnes Black Lives Matter. C'est une affirmation qu'ils ne sont pas des féminins sacrés. C'est une affirmation qu'ils sont loin de l'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire un débat avec. Pouvons-nous débattre avec la famille royale anglaise qui ne sont pas des royaux? Non! L'évidence est devant vos yeux. Si c'est un débat, ce n'est pas vrai. Et donc, ce n'est pas pour critiquer ce qui s'appelle féminin sacré, c'est pour les compatir. Vous ne l'êtes pas. Vous pouvez aspirer à l'être.
Vous devez faire beaucoup de transformations en vous. Vous devez éteindre ces faits masculins en vous. Ça, c'est la vérité des choses et j'ai répété beaucoup de fois. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de couples ne fonctionnent pas? Beaucoup de couples ne fonctionnent pas parce que, en fait, dans les mariages, il y a biologiquement ou esthétiquement un homme et une femme, mais la plus importante, c'est l'énergie. Énergétiquement, nous avons des hommes. C'est la féminin qui, malheureusement, s'est retrouvée privée d'une initiation féminine, d'une éducation féminine, qui, à la rencontre, s'est retrouvée sur les bancs de l'école avec le garçon éduqué par un maître. Ça commence là. Donc, pour vous, aujourd'hui, l'éducation masculine et féminine doivent être quelque chose de séparé. Absolument. Les féminins doivent être enseignés par les féminins. Les masculins par les masculins. Les hommes. Ça, c'est débat de soi. Écoute, on n'entraîne pas les lions et la tigre ensemble. Quand vous avez, en tant qu'homme, vous allez enseigner ce que les hommes font. Et quand vous enseignez à un garçon ce que l'homme fait, qu'est-ce que vous faites de lui? Un homme. Et quand vous enseignez à une fille ce qu'un garçon fait, qu'est-ce que vous faites de lui? Une fille. Cela va de soi. Aujourd'hui, le modèle éducatif est masculin. Complètement masculin. Et même qu'on dit non, dans notre école, les professeurs sont des filles, ils ont été éduqués par les féminins. L'éducation, en matière d'éducation culturelle, il doit y avoir une séparation. Quand ceci n'est pas prévalu, ce que nous avons fait, nous avons des femmes esthétiques qui ne sont que des hommes parce qu'ils ont suivi une éducation masculine. Ils ont suivi une éducation masculine. Je ne dis pas que cette éducation doit être séparée à tous les niveaux et pour tous les niveaux. Mais doit spécialement, je suis en train de parler d'éducation culturelle. Il doit y avoir cette séparation-là. À l'école primaire, il doit y avoir cette séparation. Et puis quand on arrive au secondaire, disons, les polarités ont été définies. Mais au début, il faut éviter cette confusion-là. Cette confusion, c'est ce qui nous apporte aujourd'hui à l'homosexualité, où on veut insister que les garçons peuvent n'avoir aucune polarité définie. Un garçon peut s'appeler comme il veut. On arrive à ça parce qu'on est parti quelque part. Mais si on avait mis des garde-fous bien avant, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Quand les personnalités, identités ne sont pas définies, il faut séparer. Quand elles sont définies, il n'y a pas de problème à mettre ensemble. Les hommes et les femmes peuvent travailler ensemble, dans le même bureau. C'est vrai. Ils peuvent aller à l'université, dans les mêmes salles de classe. C'est vrai. Ils peuvent aller à l'école secondaire, les mêmes classes de classe. C'est vrai, mais pas à l'école primaire, pas à l'école maternelle. À l'école maternelle, à la base, au fait, il faut séparer. Il doit y avoir une maîtresse, même si l'espace physique est le même, mais il doit y avoir une maîtresse pour les femmes, les filles, et un maître pour les garçons. Donc chacun a son modèle finalement. Il doit y avoir des modèles. La fille doit savoir qu'il y a un modèle. Ça c'est à quoi je dois ressembler. Les garçons, c'est que... Parce que, si nous disons, si nous sommes conscients et sincères avec nous-mêmes, nous allons voir que quelque part nous ressemblons à nos professeurs. Oui. Nous ressemblons, nous avons pris d'eux. Oui. Notre manière de parler ou de converser, la manière dont nous conjuguons le verbe, nous allons retrouver l'influence de certains professeurs avec nous. C'est ça. Et les filles, et aussi. Pareil. Pareil. Donc, si nous donnons des professeurs masculins au féminin, c'est vrai que nous allons quelque part tordre en fait cette énergie. Nous allons tordre cette énergie. C'est pas pour rien, même dans certains points, il existait les collèges et les lycées. Même au niveau secondaire, il y avait les collèges pour les garçons et les lycées pour les filles. Au collège, les professeurs étaient tous des hommes. Au lycée, les professeurs étaient tous des filles. Tu vois, même au niveau secondaire, cela avait été calculé. Dans l'ancestralité, c'était comme ça. Depuis le niveau collégial. C'est seulement à l'université que cet élément-là est enlevé. Donc, ça a toujours été un problème culturel de faire des hommes des hommes et des femmes des femmes. Ça a toujours été dans la conscience culturelle mondiale. Ouais, mondiale. C'est seulement quand l'économie prend les dessus avec sa force manipulatrice que ces éléments-là sont en train de tomber en jachère. Et
Et quand vous posez, vous serez, examinez-vous, quand vous avez connu pour une femme, et, parce que certains diront, non, tu parles seulement des femmes, pas des hommes. Non, je parle des femmes parce que, je parle des femmes parce que nous vivons dans un monde, nous vivons dans un univers féminin à polarité masculine. C'est-à-dire, la société est masculine, elle n'est pas féminine, même si l'univers est féminin. Les femmes se retrouvent, spécialement dans nos cultures, par exemple, il y a des cultures qui ne font pas ça, les Arabes ne font pas ça. Ok? La culture africaine à prédominance ou à caractère occidental, c'est ce qui se passe. Et il n'y a pas une voie de développement pour les femmes. C'est comme ça que les femmes en Europe sont perdues. Les femmes blanches sont perdues. Comment tu dis ça? Regarde les taux de divorce. Divorcer pour la femme, c'est rejeter son monde. Ce n'est pas divorcer de l'homme. Parce que l'homme permet à la femme d'accéder à un univers, de devenir maîtresse d'un univers à elle, de pouvoir créer. Et rejeter les mariages, c'est se rejeter soi-même. Et regarder les pourcentages de divorce en Europe. Les rejets de soi, de son identité. Donc, une fois qu'on a enseigné à la femme et qu'on l'a fait grandir dans sa polarité féminine, il doit y avoir au sein de la culture une voie de développement ouverte pour les femmes. Exactement. Où elles doivent pouvoir s'exprimer, au fait, et créer. Dans les pays comme les pays arabes, nous voyons cela. Il y a par exemple des clubs pour les femmes. Là, elles peuvent aller. C'est vrai que les femmes doivent se couvrir partout. OK? Pour contenir leur chaos. Mais ils ont des clubs seulement pour les femmes. Il y a des jours où les clubs n'acceptent que les femmes. Seulement pour les femmes, pas pour les hommes. Donc, dans cette culture-là, c'est vraiment très bien défini. Il y a canalisé. C'est pas laissé comme ça. C'est canalisé. Parce qu'il existe cette conscience. Et dans ces mondes-là, nous pouvons parler des féminins sacrés. Pas que toute femme soit féminin sacré, mais il y a un cheminement bien précis qui porte la femme à devenir féminin sacré. Dans notre monde, par contre, cela n'existe plus. Et quand nous parlons de féminin sacré, ce sont des identités qui sont très mal perçues. Quand nous voyons les Mbikudi, c'est très mal perçu. Pourquoi? Parce que la conception occidentale du monde occidental veut que tout ce qui ne s'aligne pas avec le monde occidental est défini et négativisé. Les mandonas, les femmes chamanes, les femmes sourcières, les femmes prêtresses du voodoo et autres, ce sont des choses qui sont très négativement perçues. Mais ce sont elles les féminins sacrés. Elles représentent le féminin sacré. C'est elles les féminins sacrés. Pas ceux qui sont en train de se promener, excusez-moi, en Paris, en Bruxelles, avec leurs jeans décollés, les seins en dehors, maquillage, elle a passé la nuit au club, elle a dansé jusqu'à 4 h du matin, elle se réveille le matin, elle va sur YouTube, voilà féminin sacré. Sincèrement, nous devons sortir de cette... Je ne sais pas, c'est une forme de folie, mais nous sommes dans ce qu'on appelle une intensification, un acharnement thérapeutique sur la folie. Alors, une fois de plus, rentrons dans la tête d'une féminin sacrée. Comment une féminin sacrée se comporte et vit? Quelle conscience a-t-elle? Une féminin sacrée est assise au sein de la communauté et donne, comment dire, une direction en fait à sa vie pour pouvoir, par exemple, régler les problématiques de la communauté. Elle voit des problématiques arriver et immédiatement elle se met en place pour les combler. Elle veut toujours chérir et rééquilibrer la communauté, c'est ça? Absolument. Elle est ces fluides dans lesquels la communauté bain. Ok? Elle est les fluides à travers lesquels la communauté bain. La femme en tant que femme, disons la femelle de la nature, a une fonction reproductrice. Ok? La femme a une fonction pacificatrice. C'est pourquoi la femme est toujours belle. Parce que la beauté est calmante. Tu peux être fâché comme tu veux, énervé comme tu veux, ou triste comme tu veux. Quand tu vois une belle femme, tu maîtrises une tristesse. Non, tu oublies ça. Ta colère passe. Et c'est pourquoi encore, par exemple, pour maintenir, vous savez, alors nous allons légèrement nous éloigner.
Le visage d'une femme est toujours à préserver. La femme ne doit pas souffrir parce que les souffrances restent sur le visage d'une femme pour toujours. Cela marque. Pendant ça marque. L'homme, par contre, l'homme peut avoir en train de souffrir pendant 10 ans, dès qu'on libère des prisons. Après, un homme qui a été mis en prison, maltraité, abusé pendant 5 ans, on le libère. Après 2 mois, tu ne pourras pas savoir qu'il était en prison. À travers l'évolution, l'homme a développé la capacité à digérer la souffrance. Par contre, la femme ne sait pas digérer la souffrance. Elle imprime sur son visage, elle imprime sur son âme. Une femme qui souffre devient mauvaise, vilaine et méchante. Donc les femmes mauvaises, vilaines et méchantes sont des femmes qui ont souffert. Qui ont souffert, qui ont beaucoup souffert. C'est pourquoi, vous voyez même, et dans la tradition, il n'est pas prévu que la femme la travaille. Ouais. Parce que le travail porte à la souffrance, aux peines. Il est prévu aux femmes d'avoir des activités économiques mineures. Et je vais prendre encore un exemple culturel chez les Arabes. Les femmes ne travaillent pas comme les hommes. Ils ne font pas les mêmes heures. Même si elles sont payées les mêmes, elles ne font pas les mêmes heures de travail que les hommes. Ils ne travaillent pas les mêmes jours que les hommes. Ils ont beaucoup plus parce qu'ils ne doivent pas souffrir. Le poids du travail ne doit pas peser sur eux. Donc si un homme travaille 8 heures par jour, une femme ne travaille pas 8 heures. Ne travaille pas 8 heures par jour. Normalement, non. Dans une culture consciente, une femme ne travaille pas 8 heures par jour comme un homme. Non, si l'homme commence à 7 heures, elle arrive au bureau à 8h30, 9h. Parce qu'elle doit laisser les enfants à l'école et tout, patati, patata, les réveiller, les laver. Et puis à 15h, elle a fini. L'homme va jusqu'à 19h, 20h. 15h, elle a fini. Et c'est parce que nous sommes tombés dans cette piège-là où ce qui était bien pour la femme n'est pas de travailler, devenir quelque chose de négatif. Non, je dois travailler, je dois aller pour trouver un travail, sinon, tu vois, un peu. Quand tu perds ton identité, même l'or qui entre entre tes mains, du coup, tu penses que c'est quoi, des excréments. Parce qu'on t'a convaincu que l'or qui est dans tes mains, c'est de l'excrément, jette-les pour que celui qui t'a convaincu puisse tout simplement les ramasser, partir, l'utiliser pour soi. Pourquoi? Parce que la place des féminins sacrés n'est. Pourquoi nous tombons dans ce genre de pièges? Parce que d'abord, on a coupé la relation avec les féminins sacrés. Ce sont des démons, des féticheuses, des mauvaises, des sorcières. Et ceux qui maintiennent, qui ont les lois, qui comprennent le monde, qui voient, vous les avez isolés. Et puis, on vous donne. Parce que c'est quoi? Les vrais termes, quand on parle des féminins sacrés, le féminin sacré, c'est une définition. C'est une définition. Ce n'est pas l'expression. C'est une définition. L'expression, c'est Mbikudi, Maindona, et toutes ces expressions que nous trouvons, nous avons appris à être négatives. Mais ce n'est pas parce qu'on a franchisé on prend la partie française que ça devient tout de suite quelque chose de chic. Féminin sacré, ce n'est pas une fonction, c'est une définition de quelque chose. L'expression, c'est la reine. Okay? Le Maindona, le Mbikudi. Et ça, j'ai parlé de la référence Congo. Et nous avons les Angoma, en Afrique du Sud. Et il y en a plusieurs dans différentes cultures. Mais ça, nous, vous voyez un peu cette difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Et nous devons faire paix avec nous, et spécialement nos sœurs qui sont impliquées dans cette histoire des féminins sacrés. Avec beaucoup d'amour, je vous dis, vous êtes de la mauvaise voie. Ce n'est pas du New Age. Okay? Les féminins sacrés, ce n'est pas un New Age. C'est quelque chose qui a toujours été là, qui a été renié, démonisé, rejeté. Et maintenant, on veut en faire un nouveau avec une version occidentale parce qu'on est dit féminin sacré. Non. Le féminin sacré n'est pas l'expression, c'est une définition. Êtes-vous prêt à devenir une Mbikudi? Êtes-vous prêt à devenir une Maindona? Êtes-vous prêt à devenir une Sangoma?
Êtes-vous prêt à devenir une chamane? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Parce qu'en tant que chaman, alors vous êtes une féminin sacrée. En tant que Maïndona, vous êtes une féminin sacrée. En tant que Mbikoudi, vous êtes une féminin sacrée. Et vous ne pouvez pas vous inventer votre expression tout seul à dire, voilà, je suis une féminin sacrée, voilà. Non, absolument pas. Nous devons sortir de cette ignorance. Je vous disais, comme je vous disais avant, il faut arrêter de vous imaginer l'ignorance comme une sphère noire où il n'y a rien. Il y a un espace noir. Non, dans l'ignorance, il y a un décor. Il y a un décor dans l'ignorance. Absolument, il y a des chaises, il y a des maisons, il y a des choses. Mais c'est une représentation, une perception déviée de l'ordinaire. Il y a un mot qui me vient. Et ce mot, c'est artificiel. C'est exactement artificiel. Artificiel et monotone. Et monotone. Ça ne nous mène nulle part. L'existence se définit comme un grand désert cosmique. Pensez à l'existence comme un grand désert cosmique, infini, plein de dangers. Et nous sommes des navigateurs ou des voyageurs qui devons traverser ces déserts cosmiques pour rejoindre des destinations bien définies. Parce que dans les déserts, comme des déserts cosmiques, il existe ce qu'on appelle des oasis. Les oasis sont des espaces, les seuls espaces où la vie est possible. Et nous, en tant que voyageurs, nous passons d'un oasis à un autre. Entre un oasis et un autre, ce qui nous maintient ensemble, ce sont les règles culturelles. En commençant par les règles familiales, les règles des communautés, communautaires, les règles tribales, les règles claniques. Et je m'arrête là parce que après familial, tribal, non, familial, communautaire, tribal, clanique. Après, ce n'est pas national. Le national est artificiel. Ce n'est pas naturel. Après, nous avons l'ordre royal. J'ai parlé des phénomènes naturels. Premier phénomène naturel qui naît de tout seul. Quand en tant qu'on dit naturel, c'est qui naît de tout seul. C'est qui existe dans la nature. Et nous pouvons le voir partout, même chez les poissons. L'ordre familial, qui est défini par les sangs restreints. L'ordre tribal, qui est défini par les sangs élargis. Non, l'ordre communautaire, qui est défini par la communance, la familiarité, pas les sangs. L'ordre clanique, qui est défini par les sangs expansés. L'ordre tribal, qui est défini par plusieurs sangs ayant un même objectif. Après cela, nous sentons à l'ordre royal. L'ordre national, les nationalismes, les patriotismes, ce sont des manifestations artificielles, dangereuses. Dangereuses. Ce qui nous garantit la survie, parce que c'est ce qu'il est question ici, de survivre, entre un oasis et un autre, ce sont ces règles-là. Et même dans les oasis, c'était un espace de vie bien limité, avec une bordure, une frontière naturelle. Quand tu t'aventures au-delà de cette frontière-là, tu te peur. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger parce que dans les grands déserts cosmiques, la vie n'est pas garantie. Elle est garantie seulement à travers des règles. C'est pourquoi on ne peut parler de liberté. La vie est une machine et où nous sommes chacun différentes pièces. Et nos cultures ne sont que nos départements, selon que nous sommes pinins, moteur, arbre, moteur ou volant. Nous sommes dans nos cultures. Nous avons une fonction dans la grande machine qui est la vie. Et nous, il n'y a pas de liberté là-dessus. Les freins ne peuvent pas décider, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais faire l'accélérateur. C'est pas possible. Mais ce n'est tout simplement pas possible. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a simplement aucun sens. Et nous, malheureusement, 3 fois dans le monde millénaire, nous avons arrêté de fonctionner.
Et c'est pourquoi le monde entier nous rejette. Les Chinois, il n'y a aucun Chinois qui cherche la liberté. Il cherche la vie. Il n'y a aucun Arabe qui cherche, il cherche la vie. Il cherche la vie. Donc, quelque part, on peut dire qu'aujourd'hui, le monde noir exprime le chaos parce qu'il a oublié tous ces enseignements-là. En fait, nous sommes coincés dans des petits points de vue au lieu de voir un point de vue beaucoup plus haut et global, au fait. En fait, quand je dis noir, c'est cela. Être noir, c'est cela. Être noir, c'est être coincé. Où ta propre potentialité est retournée vers toi et utilisée contre toi, tu es ton propre ennemi. Parce que tu es noir. Noir, c'est un produit colonial. Les noirs n'existaient pas du point de vue racial. Les noirs n'existaient pas du point de vue biologique, comme non plus n'existaient pas les blancs. Les noirs existent dans un contexte social, d'ordre social établi. Et c'est dans cet ordre social établi, les noirs n'est que l'aliment de la suprématie blanche. Il garantit la suprématie blanche. Parce qu'attends, si les blancs, les noirs et les arabes sont de quelle race? Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas noirs. Et les Chinois, ils sont quoi? Jaunes, ok, et les Coréens, et les Vietnamiens, et les Libanais. Ils ne rentrent pas dans cette catégorisation. C'est comme si le monde entier n'existait pas. Il n'existe que les blancs et les noirs. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans un conflit qui a duré 500 ans. Et nous en sommes sortis battus, vaincus. Et nous sommes devenus les noirs. Ceux qui sont utilisés au profit de la suprématie blanche. Nous garantissons. Nous sommes la machine, la garantie de la suprématie blanche. C'est pourquoi la France, c'est aussi pénible pour elle de quitter l'Afrique. Ce n'est pas une question de France. C'est l'Occident. Parce que si l'Occident sort de l'Afrique, eh bien, tout d'un coup, les Noirs et les Blancs n'existent plus. Comme les Blancs doivent exister, il s'agit d'un privilège, qu'on veut bénéficier, les bénéfices de ces privilèges-là est garanti par l'existence des Noirs. Il a dit la domination perpétuelle d'un peuple qui a été vaincu et rassemblé pour en faire des Noirs. Wow. C'est très intéressant ce qu'on est en train de dire, c'est très profond, extrêmement profond. Et j'ai une question à poser, comment l'homme noir peut sortir de cette conscience fragmentée, en tout cas de cette conscience noire, et atteindre une conscience, la conscience de la vie, au fait? Tout peuple qui s'est aventuré sur le chemin de développement, ok, a dit d'abord commencer par faire des pas en arrière. L'Occident a dit aller puiser dans l'Égypte antique, un monde mort depuis 7000 ans. Ok, non? Parce qu'avant, l'Europe n'était que violence et violence. Guerre de 1000 ans. L'histoire de l'Europe était une sorte de guerre. Jusqu'à ce que les Hellènes arrivent et apportent la paix. À travers des enseignements qui sont allés trouver dans une civilisation morte il y a 7000 ans. Quand les Hellènes arrivent en Égypte, c'est l'époque copte. Et se sont ressourcés de cette civilisation pour créer les alphabets, les mathématiques. Jusqu'à ce qu'ils vont s'en suivre en près. Les Arabes détruits par Alexandre le Grand. Avant, la civilisation arabe était ce qu'on appelait les civilisations akkadies-babyloniennes. Ils sont détruits par Alexandre le Grand. Ils vont aller se ressourcer dans le passé. Ils vont étudier les passés. Et de ces passés, ils vont se reconstruire une culture qui va leur permettre de se quitter. Parce qu'il faut des normes, des régulations pour pouvoir aller de l'avant. Cet effort n'a pas encore été fait en Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes des Noirs, justement. On est un produit défini par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un effort intrinsèque à aller au-delà, à nous inspirer de notre passé, à retrouver nos lointaines origines, à nous poser des questions sur ce que pensaient nos ancêtres.
qu'est-ce qu'ils connaissaient de la vie? Comment représentaient-elles la vie? Comment vivaient-ils et pourquoi? Quelles étaient leurs aspirations? Représentions-nous aujourd'hui les aspirations de nos ancêtres? Sommes-nous aujourd'hui ce qu'ils pensaient que nous devrions être? Ou pas? Si non, nous devons d'abord comprendre ce qu'ils pensaient, trouver des moyens. Et nous, avons-nous une pensée sur le futur? Voyez un peu. En anglo, c'est ce que j'appelle le recours à l'authenticité. Sans cela, il n'y a aucune possibilité. Nous parlons de développement. Mais le développement est impossible sans identité. Sans identité authentique, il n'y a pas de développement. C'est impossible. Le développement n'est pas un fait économique. Le développement n'est pas un fait scientifique. Le développement n'est pas un fait religieux. Le développement est une mission culturelle. Et cette mission culturelle se base sur l'identité authentique. Et quand nous parlons de féminin sacré, nous sommes en train de dévier de ces objectifs. Nous sommes en train de nous divertir. Nous sommes venus, imaginez être dans un film où tu es en même temps protagoniste et spectateur. C'est une transe folle, ou une folle transe. Tu es en même temps protagoniste et en même temps acteur. C'est un cercle fermé. Un serpent qui s'est mort là, et tu ne pars nulle part. Si vraiment nous voulons aspirer au meilleur, si vraiment nous voulons aspirer au développement, eh bien, nous devons sortir de la folie. Commencer par chercher l'authenticité. Mais pendant que j'ai dit ces mots, il y a un autre état de conscience qui s'éveille à moi qui dit que ces messages ne peuvent être compris. Ne peut être compris. Et c'est pourquoi je destine ces messages aux générations futures, en Kouja Seneb. Douane Etcher Amasu Baba Kinkela. Et c'est sur ces quelques mots que nous allons terminer l'émission. Douane Etcher. Douane Etcher.